Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années, qui d'ailleurs à sa sortie a été, à mon avis, pas très bien considéré et injustement par la critique, et qui a été de plus maltraité par son éditeur VF, qui est mais, pour moi un jeu, ma foi, c'est une petite pépite, et c'est pour moi, en tout cas, c'est un vrai coup de cœur. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous présenter l'Exocultum. Voilà. Alors, l'Exocultum, qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez jouer au XVIIIe siècle, quand même période assez peu répandue dans le jeu de rôle. Il a été édité par Riot Minds, hein, un éditeur suédois. À l'heure actuelle, les droits ont été revendus à Common, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Et donc en fait, ce jeu est sorti en version française en 2019. Alors comme d'habitude, je vais vous parler un peu de la forme des ouvrages, de ce qu'on joue. Enfin, dans le fond, ensuite, j'aborderai ensuite le fond, hein, c'est-à-dire le setting, qu'est-ce qu'on joue, le système, et ensuite le reste de la gamme, et on aura fait à peu près le tour, je pense. Donc voilà, en fait, pour commencer, effectivement, ce jeu, pour moi, c'est un triptyque. Et en français, il n'y a que deux ouvrages qui ont été traduits, ce qui est bien du malheur. Et ce qui est vraiment du malheur. Voilà, donc le triptyque, en fait, il est composé de quoi? Il est composé de Lex Libris. Alors, il est composé de Lex Libris qui va donner en fait le setting et le système. Il est composé d'Alter Ego qui va traiter des personnages, qu'est-ce qu'on joue, la manière de les créer, etc. Et enfin, le triptyque est complété par le Carta Monstrorum, qui est un bestiaire, mais pas que. C'est mieux que ça. C'est pour ça que je dis qu'il fait partie intégrante du triptyque, de la base pour l'Exocultum. Et c'est ce dernier qui n'a pas été traduit. C'est con, parce que je pense que c'est le meilleur ouvrage. Voilà, donc on va voir ça en détail. Alors sur la forme. Sur la forme, en fait, l'Exocultum nous vient, comme je disais, en trois ouvrages qui sont vraiment magnifiquement illustrés. Hein, c'est plutôt comme des dessins ou comme des crayonnés. Je ne sais pas comment dire ça, je ne suis pas dessinateur. Mais le rendu est vraiment très très chouette. Les illustrations sont vraiment très belles. Le texte, lui, alors là, c'est dense. Hein, il y a de la lecture. Hein. C'est un texte 3 colonnes. Que certains trouvent difficile à lire. Moi, personnellement, non, ça ne me dérange pas. Alors, c'est sûr que ça pourrait être plus aéré, mais ça aurait augmenté le nombre de pages, je suppose. En tout cas, c'est du texte 3 colonnes et sur un papier glacé. Alors, je rappelle, le papier glacé, c'est le mal. C'est le mal absolu, surtout quand le papier glacé est foncé. Quand c'est foncé, c'est une horreur à lire avec un éclairage lumineux. Ça brille, c'est une catastrophe. Arrêtez ça, les gars. C'est vraiment pas bon. Je le dis à chaque fois, mais je le redirai à chaque fois parce que c'est vraiment pas bon. Voilà, donc ça c'est sur effectivement donc trois bons gros bouquins. Hein, Blaston. Ça c'est 3 bouquins. Les deux plus gros. Alors on va commencer par le premier. Le premier s'appelle Lex Libris. Lex Libris, c'est en gros, il va nous présenter énormément le setting, hein, c'est son but premier, mais également les règles. Dans l'organisation des règles, on pourra lui reprocher quand même un manque de clarté. Hein. Il faut être honnête. Ça aurait pu bénéficier de plus de clarté, mais les règles ne prennent pas énormément de place. Et vous avez effectivement tout le setting du monde dans Lex Libris. Ensuite, toujours ce qui a été traduit aussi en français, c'est Alter Ego. Donc Alter Ego, qu'est-ce que c'est? Alter Ego, en fait, ça va vous permettre de créer les personnages, vous expliquer toutes les compétences, vous donner en fait les différents métiers que vous pouvez jouer dans le 18e. Alors à noter que les scénarios en fait qui ont été produits, la campagne surtout se passe à Paris, en fait, ce qui est assez sympa. Donc en fait, mais je reviendrai ça là-dessus après. Donc Alter Ego, essentiellement les personnages, qu'est-ce que vous allez jouer dans ce monde. Et enfin, le Charta Monstrorum. Alors lui, le Charta Monstrorum, c'est un bestiaire, mais en fait, c'est pas qu'un bestiaire.
c'est un bestiaire tellement bien foutu qu'en fait, il vous donne des accroches de jeu qui va tout de suite donner corps au monde. Il va vraiment donner vie au monde. Tout de suite, en lisant ça, vous allez comprendre mieux encore qu'est-ce qu'on vous propose de jouer dans l'Exocultum. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bête que l'éditeur ait complètement lâché la gamme, je dis bien lâché la gamme, et ses clients aussi, par la même occasion, ce qui n'est pas toujours très sympa, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, donc ça c'est pour les 3 bouquins de base, en fait, pour le core rules, comme on dit. Voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire, en fait je vais vous montrer un peu l'intérieur, et puis voilà. Donc en fait, voilà pour un peu la présentation sur la forme de l'Exocultum. Alors, je vais vous montrer un exemple en fait de ce qu'on peut trouver dans le livre. Dans le livre, on y reviendra dans les sections, mais là, d'une manière globale. Alors, je ne vais pas vous montrer les 3, ça n'a aucun intérêt. Je vais commencer par celui-là. Et je vais vous montrer le Charta Monstrum à la fin, parce qu'il est vraiment très joli. Voilà, donc en fait, l'Exocultum, comment ça se présente? Donc, vous voyez, comme je le disais, c'est une écriture sur 3 colonnes. Alors, voilà, ces illustrations qui sont tout simplement superbes. Hein, c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me met vraiment dans l'ambiance du jeu. Quoi, hein. Un jeu qui se veut au 18e avec un setting occulte. Enfin, je vais en parler ensuite. Donc voilà. Ça, c'est un peu pour une présentation de l'intérieur, en fait, des ouvrages de l'Exocultum. Hein. Donc là, voilà, ça c'est les règles. Enfin bon, voilà. Donc 3 colonnes, comme je disais, du papier glacé, ce que je dis aussi, ce qui n'est pas très bien. D'ailleurs, on doit avoir des reflets à la vidéo. Mais vraiment, ces illustrations qui donnent corps, qui donnent vie au monde, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'est pour grosso modo ce que je peux vous dire, en fait, vous montrer grossièrement sur l'intérieur quelques illustrations couleurs qui sont du plus bel effet également. On n'a pas trop envie de le rencontrer, à mon avis, au détour d'un bois. Enfin, ouais. Voilà, donc là, nous avons le monde. Bon, je vous parlerai en détail du contenu par la suite, mais enfin, bon, voilà. C'est pour vous montrer le contenu graphique et le contenu de tous les 3 bouquins sont à peu près sur cet acabit, et le Charta Monstrum est certainement encore plus beau. Voilà, pour l'instant. Alors, qu'allons-nous jouer dans l'Exocultum? En fait, déjà, je vais vous parler un peu du setting, du monde en général. Donc, en fait, le monde, c'est un 18e siècle, mais en fait, qui est un peu parallèle au nôtre, car effectivement, les créatures surnaturelles existent. Donc, un 18e siècle qui est donc dominé, grosso modo, par... on va le déterminer de 3 manières différentes. Vous avez d'un côté la noblesse en pleine décadence, oui, on peut le dire. Nous avons d'un autre côté le clergé qui est en train de perdre son pouvoir, en fait, au fur et à mesure du temps, et qui est remplacé par la 3e faction qui est en fait les Lumières, car nous sommes dans le siècle des Lumières, mais là en fait nous allons avoir des alchimistes, nous allons avoir effectivement des scientifiques, mais ces scientifiques, une fois que la porte est fermée, peut-être qu'ils ne pratiquent pas exactement tout ce qu'on... Une science absolument sans danger et avec le plus grand respect des êtres vivants. Donc en fait nous avons effectivement donc la noblesse, le clergé et les scientifiques du siècle des Lumières. Alors vous allez pouvoir jouer un tas de trucs, vous allez pouvoir jouer des alchimistes, vous allez pouvoir jouer des soldats, on viendra à ça après. Ce qu'ils ont voulu faire aussi, Riot Minds, en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu en fait créer un monde qui soit un peu différent du nôtre sur certains points. Alors là, ça, on le voit bien dans la campagne Roi Dora qui est sorti en parallèle, car il décrit des événements en fait de révolte à Paris, par exemple, d'événements qui ne sont pas historiques, qui ne se sont pas passés. Donc là, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais par contre, je trouve que dans le setting en lui-même, donc qui est absolument décrit en long, en large et en travers, ils n'ont pas mis l'accent sur cette différence avec notre histoire connue et cette histoire un peu parallèle. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, c'est quelque chose qui est un peu
un peu raté, oui, il faut le dire, un peu raté, mais bon, il se rattrape sur énormément d'autres choses. En fait, vous êtes dans un monde où qui est absolument très, très croyant, hein, Dieu. Le roi est mis sur Terre, c'est le représentant de Dieu sur Terre. Il a tout pouvoir, et effectivement ça ruisselle, quoi, hein. C'est-à-dire que si on met en doute le roi, on met en doute l'Église, et si on met en doute l'Église, on met en doute le roi. Alors le problème c'est qu'effectivement, de plus en plus, en fait, on ne sait pas trop, on pense que c'est l'apocalypse qui est en train d'arriver, car effectivement, des créatures font surface, des créatures genre effectivement, par exemple la bête du Gévaudan, hein, la fameuse bête du Gévaudan, qui font des apparitions ça et là. Il va y avoir des explorateurs qui racontent des histoires extraordinaires de l'autre bout du monde, avec pareil, ils auraient vu des choses fantastiques, voire peut-être même en fait des démons et ce genre de choses. Donc en fait, c'est un monde assez sombre, mais qui est plongé dans tout un truc d'occultisme mélangé avec de la science qui émerge, le peuple qui commence à gronder vis-à-vis de la noblesse qui trouve de plus en plus décadente. Et ceci fait un melting pot, et en tout cas des idées de jeu qui peuvent être absolument fantastiques. Euh, sur le monde en lui-même, là, ce que je pourrais un peu dire, alors effectivement, il existe de la magie blanche, de la magie noire, et donc, mais en fait, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un contexte historique. Alors bien que, effectivement, on essaye de dévier très légèrement à certains points de l'histoire, mais c'est quand même un contexte plus ou moins historique en tout cas. Et ça, c'est un gros point fort du jeu, parce que moi, je trouve que les jeux au XVIIIe siècle, il y en a très peu, et c'est une époque très riche et qui laisse plein de possibilités de jeux, de scénarios, et de quoi s'amuser vraiment beaucoup. Donc ça, c'est grosso modo pour le setting. Je vais vous montrer un peu toute la partie setting dans le livre, et puis après, on passera au personnage. Alors, je reviens sur la présentation du livre au niveau du setting. Alors, au niveau du setting, ça c'est les règles, c'est plus loin le setting. Pour l'aventure, on s'en fout, c'est pas ça. Voilà, on commence par le monde. En fait, on va vous décrire effectivement toute l'Europe du XVIIIe siècle, et on va commencer en fait par... vous voyez, vous avez la chronologie biblique, donc en fait, vous avez l'histoire des temps depuis la Bible jusqu'à l'époque présente. Donc, et ça, c'est assez détaillé. Moi, j'aime bien, hein. Déjà, si vous ne connaissez pas tout ça, c'est très intéressant à lire pour moi. Alors, bien sûr, effectivement, il y a du texte, mais en fait, vous avez vraiment toute la mise en profondeur en fait, du monde à travers ces différentes chronologies. Là, vous voyez, on arrive sur la chronologie païenne, et en fait, et puis ensuite, vous avez l'ère chrétienne. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a du texte, hein. On arrive jusqu'au siècle des Lumières, qui est absolument décrit merveilleusement bien. Enfin, pour ce que j'en pense. Vous avez effectivement la foi et la confession, hein, car comme je disais, en fait, les gens vivent dans le respect et la peur et la crainte des enfers, car les enfers existent. Hein, c'est pas une vision de l'esprit dans le jeu, le diable et les enfers existent. Et là, vous avez effectivement toute la science et les lumières, en fait, donc le siècle des lumières qui arrive et qui met à mal, en fait, cet ordre établi. Par contre, effectivement, la sorcellerie et la superstition, comment c'est traité. Vous allez avoir les guerres, par exemple, donc, les guerres à l'heure actuelle, donc la Grande Guerre du Nord, la succession d'Espagne, la succession d'Autriche, etc. Je ne vais pas vous faire le détail. Le commerce, comment faire du commerce, les crimes et châtiments. Là, vous allez très vite comprendre que vous mieux êtes de naissance noble qu'un simple roturier, et encore moins un vagabond. La vanité et la décadence en fait de la noblesse, hein, là on vous explique bien tout ça. Et là vous avez effectivement le monde des ombres, en fait, donc les différents mondes occultes, avec vous voyez, la voie vers le monde des ombres, les rituels de sang, etc., ce genre de choses, quoi. Voilà.
Donc là, nous continuons effectivement toujours sur le monde, parce que là, vous allez avoir une ou deux pages en fait sur les différents grands pays européens, hein, avec leurs dirigeants, une histoire très succincte, mais en fait qui met déjà bien le pied à l'étrier. Après, vous avez tout le loisir d'aller chercher des informations ailleurs, il y en a plein. Vous voyez, la France, avec toujours ces petites cartes que je trouve assez chouettes, le Saint-Empire romain germanique, et voilà, l'Italie, etc., etc. La Russie. Et pareil, donc là on redescend d'un cran, on arrive dans les villes. Donc pareil, les villes, à chaque fois une ville est présentée sur une ou deux pages. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. En fait, ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe dedans. Et comme c'est en fait toutes ces comment dire, informations, vous pouvez les trouver à peu près n'importe où, surtout avec Internet maintenant. Et Berlin, Boston, vous avez un peu tout, Copenhague, Göteborg, voilà, Londres, les grandes cités européennes, donc Londres, Paris, avec, avec ses cafés, ses fêtes décadentes, Prague, Saint-Pétersbourg, Rome, et l'Église, les différentes oui, parce qu'après on a des ordres, hein. Donc vous voyez Stockholm, etc. Bon. Les lieux typiques. Donc on a quand même pas mal de choses en fait, hein, on a vraiment énormément de choses dans le setting. Voilà, donc vous voyez, là, vous voyez voilà, à peu près l'ambiance du monde, quoi, hein, l'ambiance, la noblesse à l'heure actuelle. Subrosa, c'est toute une partie, effectivement, en fait, sur... nous allons arriver, en fait, c'est toutes les sociétés secrètes, car dans ce setting, dans ce monde, en fait, les sociétés secrètes ont pris énormément de poids et il en sort à peu près, je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin. Et là, on a une très très bonne... Alors, il y en a beaucoup, je ne pense pas qu'il faille les utiliser toutes, vous en choisissez quelques-unes, et puis vous les intégrez à votre campagne, et ce sera très bien. Vous voyez, alors, je ne sais pas si elles ont toutes existé, hein, Congregatio Productiva Fidei, j'en sais rien, je ne sais pas si ça a existé. La Compagnie du Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son ordre, quel est son but. Le Hellfire Club, non, pas celui de Stranger Things, c'est celui en Angleterre. C'est pas tout à fait le même esprit, hein. Voilà. Et là, vous avez effectivement toutes les sociétés secrètes, en fait, euh, avec lesquelles il va falloir compter et avec lesquelles vous allez pouvoir créer de beaux scénarios. Les Illuminati, vous voyez, vous avez par exemple les Illuminati, l'organisation, comment on rentre chez eux, comment on monte en grade chez les Illuminati. Donc vous avez un paquet de sociétés secrètes comme ça à intégrer dans vos scénarios. L'ordre du sang bleu, je ne sais pas si ça a existé, je n'ai trouvé aucune trace, donc je pense que c'est une invention, mais qui tient bien la route. Et en fait, vous avez, en plus, à la fin, vous avez quelque chose qui est quand même assez chouette. Alors, ouais, les sociétés secrètes et les personnages joueurs, on vous donne des conseils pour les intégrer pour intégrer ou pas vos joueurs, quand les intégrer, etc. Et là, nous avons un chapitre, alors ce qu'on trouve assez rarement, en fait, c'est sur les codes et les chiffres, comment coder un message, comment le décrypter, les différents codes possibles. Et enfin bon, moi, j'ai beaucoup apprécié à lire cette partie. Et en fait, on termine par le setting, par les bêtes et les antagonistes. Alors là, il y en a en fait assez peu. C'est assez peu décrit, vous voyez, il n'y a même pas de dessin. Pourquoi? Parce que vous avez le Charta Monstrorum qui est le bestiaire et qui est à mon avis indispensable. Donc les ors secrets avec la différente magie, magie noire, magie blanche, que peuvent apprendre ou pas vos personnages. Voilà, ça c'était rapidement le setting à l'intérieur de Lex Libris. Voilà, donc en fait, ce que je vous ai montré, c'est effectivement toute la partie setting. Alors que j'avais oublié de vous le donner dans la présentation avant de vous ouvrir le livre. Mais effectivement, vous avez toutes ces sociétés secrètes, il y en a je ne sais plus combien, enfin bon, un bon paquet, euh, avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Alors moi, mon conseil, par contre, vous ne les utilisez pas toutes, hein, ça sert à rien, il y en a trop, ça va apporter de la confusion, mais vous en avez suffisamment pour en choisir une, deux, voire plusieurs. Hein. Alors, parce qu'en fait, les sociétés secrètes sont à la fois des sociétés, vous avez des sociétés occultes, des sociétés secrètes de l'Église, hein, des ordres secrets de l'Église, et vous avez également des ordres, des sociétés secrètes qui regroupent, c'est plutôt des cercles de savants, et qui, parfois, c'est pas très bien vu ni par l'Église ni par la noblesse.
Voilà, donc ça c'était un peu pour le setting. Le setting est vraiment, à mon avis, pour moi, il est très riche pour celui qui se donnera la peine de le lire et de se plonger dedans. C'est pas forcément très accessible, hein, on n'est pas dans du médiéval fantastique. Il y a les scénarios, ça se prépare, mais en fait vous serez bien récompensé. Moi par exemple, j'ai un de mes joueurs, qu'est-ce qu'il a dans son background? Il est marié, il est marié avec une succube qui a disparu, succube qui aurait renié son côté démoniaque. Enfin bon, ça c'est ce qu'il croit. Voilà. Un autre joueur, qu'est-ce que j'ai un. Mais bon, je vous en parlerai plus tard, c'est pas le but. Voilà, donc ça c'était pour toute cette ambiance en fait 18e siècle, occulte, assez sombre, qui est assez unique en fait dans le monde du jeu et que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je vais vous parler d'Alter Ego. Et qu'est-ce qu'on joue en fait, qu'est-ce qu'on joue comme type de personnage dans Lex Occultum. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans Lex Occultum? En fait, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez jouer à peu près tout. Vous allez pouvoir jouer des soldats, des aventuriers, un noble, des artisans, des mendiants, des nobles, des ecclésiastiques. Vous allez pouvoir jouer des roturiers, des laquais, des voleurs, enfin à peu près tout ce que vous voulez. Alors, effectivement, certains me diront, alors là, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, si on peut tout jouer, c'est impossible d'avoir à la table un noble, un roturier, un ecclésiastique, un voleur. Et je suis d'accord, ça va faire un melting pot indigeste. Mais c'est pas parce qu'on vous propose énormément de choses qu'il faut tout jouer à la même table. C'est toujours pareil. La richesse n'impose pas de jouer tout en même temps. Donc en fait, ça va être à votre maître de jeu qui va déterminer l'orientation de sa campagne. Il faut vraiment discuter avec lui de son background, du background de votre personnage, comment il voit ça, est-ce qu'il va l'accepter dans sa vision du jeu, hein, parce qu'on peut vraiment jouer à peu près de tout. Voilà à peu près. Pour les personnages, donc les personnages sont basés en fait sur des archétypes que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir, vous allez comprendre très vite en fait les différents archétypes. Et dans chaque, en fait, on a des exemples de métiers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là dans Alter Ego, c'est le livre qui va aborder effectivement tous les personnages, comment les créer, comment les créer, tout ça. Je viendrai dans la partie système. Donc là, je vais surtout vous parler en fait des différents archétypes que vous pouvez trouver dans le jeu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez jouer? Un archétype, qu'est-ce que c'est? C'est une profession, un truc global. Hein. Là, par exemple, vous avez l'artisan. À chaque fois, donc, vous avez l'artisan, vous avez comment il s'intègre dans le monde du 18e, hein, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses compétences, compétences, pas compétences en jeu. Hein, voilà. Donc là, vous avez des exemples en fait de métiers. Après, vous avez l'armurier, le perruquier, le relieur, ce qui vous donne des exemples de métiers dans le 18e. Et ça, c'est bien. Le battleur, hein, donc en fait, le courtisan, le saltimbanque, l'artiste de scène. Le combattant, alors le combattant, qu'est-ce qu'il va regrouper? Il va regrouper le soldat, le garde de ville, les gardes du corps éventuellement. L'ecclésiastique, là, lui, qu'est-ce qu'il va nous... Donc vous allez pouvoir voir le prêtre, éventuellement le laïc, même le laïc, en fait, le missionnaire, et vous pouvez en inventer d'autres. Hein. Ce ne sont que des métiers et de la manière de s'intégrer dans le monde. Donc pareil, l'homme d'affaires, donc comme ça, vous en avez quelques-uns, l'occultiste, hein, qui peut être à la fois ou rien qu'un collectionneur ou un membre d'une secte. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué pour lui, peut-être. Ou de l'avoir dans un groupe. L'officier, alors ça c'est l'officier en fait officier du roi. Hein. Un officier du roi, c'est pas forcément un militaire. Là, par exemple, là c'est même pas des militaires. En fait, vous allez voir l'administrateur, le politique, le régisseur, etc. Le scélérat, donc là qui va le voleur, l'extorqueur, le faussaire. Hein, ou d'autres hein, que vous allez pouvoir inventer, parce qu'il n'y a pas de règles spécifiques pour chaque métier. Hein. C'est vraiment du background à vous de définir ce qu'est votre personnage. Là, vous avez le scientifique qui peut être alchimiste, mathématicien, naturaliste, par exemple. Le voyageur, ça va être plus l'explorateur. Et je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents archétypes que vous allez pouvoir jouer.
Donc là, effectivement, je vous ai montré les différents archétypes. Vous voyez, c'est quand même assez vaste, hein, ça couvre à peu près tout le panel de ce qu'on peut jouer au 18e. Mais ça implique quelque chose. Donc, comme je vous dis, une concertation avec le MJ. Ça, c'est absolument important. Et pour avoir cette concertation avec le MJ, quand vous arrivez à la table la première fois, il faut que vous ayez une idée quand même assez précise de ce que vous voulez jouer. Vous ne pouvez pas arriver comme ça, je vais faire quoi? Oh, je sais pas, un explorateur ou un voleur. Non, il va falloir une idée assez précise et il va falloir un échange avec le maître de jeu qui va accepter ou non votre personnage dans sa vision de campagne parce qu'on peut jouer vraiment beaucoup de choses. Et tout ne va pas être possible en fonction de la campagne que votre maître de jeu a prévue. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était personnage et archétype. Là maintenant il faut que je vous parle du système. Alors le système, en fait, le système a été assez, est toujours en fait assez décrié et étant dit comme un système lourd. Alors moi je dirais non, mais non, pas du tout. Non, c'est pas un système lourd. Déjà en fait, n'importe quelle compétence, c'est un système lancé sous un D20. Hein, donc vous avez une valeur, vous avez des modificateurs, vous lancez un D20 et vous devez faire en dessous. On va pas dire que c'est la mécanique la plus compliquée que vous ayez vue. Hein. Pour le combat, c'est un peu plus complexe, mais surtout, il y a quelque chose que j'adore dans le combat, que vraiment j'adore, parce qu'en fait, c'est vous avez voilà, votre valeur de combat hein, sur 20, qui en fait peut dépasser 20. Hein, et en fait, vous allez pouvoir faire, vous allez dans votre valeur, admettons que vous ayez 18 points. Vous allez pouvoir, par exemple, dire, bah voilà, j'en utilise 9 pour attaquer et j'en garde 9 pour parer. Ou alors j'attaque tout. En fait, c'est un système un peu à la Rollmaster. Non, ne partez pas tout de suite, hein, c'est bien Rollmaster aussi, on en parlera plus tard. Mais bon, c'est un système un peu à la Rollmaster et qui représente vraiment, en fait, l'attaque et la parade. C'est pas seulement j'attaque sous la classe d'armure et je fais des dégâts et je fais baisser une jauge de points de vie. Voilà, non, là vous allez, et ça représente absolument pas un combat, comment dire, arme blanche, hein, voilà. Là, par contre, vous allez dire, bah voilà, si vous voyez qu'un adversaire qui est vraiment plus fort que vous, vous allez garder tout en défense, donc vous n'allez pas attaquer. Donc là, vous avez tout de suite imaginé votre personnage en train de reculer et d'être sous les coups de l'adversaire. Ou alors, vous allez essayer de pouvoir placer plusieurs attaques parce que vous êtes très bon et l'autre ne pourra peut-être pas tous les parer. Voilà. Et en fait, c'est très parti, ce choix en fait est au joueur et quand on donne un choix au joueur, moi j'aime bien de base. Donc en fait, je vais vous expliquer le système un peu plus en détail, mais il n'a encore une fois, si le personnage est bien créé et que la feuille de personnage est bien remplie, le système après roule. Mis à part 2-3 bricoles, comme souvent, en fait, les règles de déplacement, de machin, dans les jeux de rôle, enfin, je les applique quasiment jamais, parce qu'en fait, c'est un peu plus, ça alourdit la chose, même à Donjon, hein, d'ailleurs, hein, ça alourdit la chose pour rien. Pour rien du tout, hein. On n'est pas dans, si vous voulez, vous voulez du réalisme, vous voulez pas, vous jouez pas au jeu de rôle, vous jouez à un wargame tactique, et là vous aurez du réalisme. Mais pas dans un jeu de rôle. Et donc, quand les jeux de rôle veulent donner un peu ce système tactique sur map, sur carte, pour moi, ça complexifie la chose et pour un résultat assez médiocre, en fait. Donc voilà, en tout cas, je vais vous parler du système plus en détail avec le livre et la feuille de personnage. Ce sera beaucoup plus parlant, je pense. En fait, les étapes de création de personnages sont absolument tous résumées ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, définissez les traits du personnage, je vais vous expliquer, hein, en gros, c'est ses caractéristiques. La classe du personnage, alors là, ce n'est pas la classe au sens donjon, c'est la classe sociale, en fait, du personnage. Vous allez choisir un archétype, comme je vous les ai présentés tout à l'heure, et vous allez acheter les compétences et les spécialités, et choisissez une sphère de pouvoir. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la sphère de pouvoir, c'est une bonne idée, mais pas assez développée. Voilà. Après, les différents calculs, décrivez son histoire et ses motivations. Ils l'ont mis à la fin, et ça, je pense que c'est absolument essentiel de le faire avant de commencer quoi que ce soit. Définissez votre personnage tel que vous l'imaginez avant. C'est une règle absolument incontournable, ça. Sinon, vous allez vous perdre.
Voilà. Donc en fait, les traits du personnage, voilà, vous les avez un peu tous ici. Euh, donc vous en avez plusieurs, en fait, là, un peu, donc ça revient sur la caractéristique, enfin c'est des caractéristiques, grosso modo. La dextérité, l'intelligence, hein, vous en avez une par page. Alors les traits vont de -4 à +4, en sachant qu'il n'y a pas ni le -3 ni le +3. Ça va vous donner en fait euh, des modificateurs en fait sur lesquels, enfin des modificateurs qui vont être appliqués sur certaines disciplines et spécialités. Et voilà. Donc c'est un peu en fait une discipline va être reliée par exemple à une caractéristique, c'est exactement pareil hein, que dans l'autre jeu. Donc voilà, vous avez donc la dextérité, l'intelligence, l'esprit. Donc ça c'est tous les traits. La perception, la santé, et c'est tout. Donc en fait, sur la feuille de personnage, elle se présente? Elle se présente comme ça. Donc là, vous avez vos traits, donc vous avez une valeur entre -4 et +4 que vous allez reporter ici. Ici, vous allez faire le pouvoir. Alors ça, c'est normalement à la fin qu'on en parle, mais en fait, c'est pas assez développé. C'est en fait votre influence dans un cercle de pouvoir. Par exemple, dans le cercle scientifique, dans le cercle religieux, dans le cercle culte. C'est une échelle entre 1 et 100. Mais c'est en fait c'est très abstrait parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, il n'y a pas vraiment d'exemples, en tout cas il n'y en a pas assez. C'est utilisable hein, avec un peu d'imagination, vous en sortirez parfaitement, mais là ça va être peut-être un peu à vous de mettre la main à la pâte pour ce genre de choses, quoi. Alors ensuite, alors en fait là vous avez en fait toutes les compétences de votre personnage. Alors les compétences sont appelées. Alors on a compétences déjà, vous voyez, donc, la culture, le divertissement, l'ésotérisme, le combat, les sciences, discrétion, théologie, métier, exploration, agilité et communication, que vous retrouvez tous ici. Ça, c'est les différentes compétences que vous allez pouvoir acheter. Alors, comment ça marche? En fait, vous avez à chaque fois trois... je vais prendre un exemple, ce sera plus clair. Voilà. Par exemple, vous avez la compétence d'agilité, ici. Si vous voyez bien, avec le reflet, avec ce que je vous disais, hein, le coup du papier glacé. Donc là, vous avez la compétence agilité. En dessous, vous allez avoir des disciplines. Donc les disciplines, ça va être équitation, natation, maîtrise du corps. En sachant que là, on est sur une échelle de 1 à 20, hein, puisqu'il faut lancer un des 20 et faire en dessous pour réussir une action. L'agilité, vous allez pouvoir acheter des points. Vous pouvez avoir une valeur maximum de 10 en agilité. Le reste va être, quand vous descendez en fait dans l'arbre, imaginez ceci comme un arbre, avec d'un côté l'équitation, de l'autre côté la maîtrise du corps, et enfin de la natation de l'autre côté. Que vous allez acheter des points là-dedans qui vont vous donner de nouveau des points aussi qui vont s'ajouter avec, par exemple, l'équitation. Si ça va être d'une manière globale équitation, donc votre valeur en équitation, ça va être l'agilité plus ce que vous avez mis dans l'équitation. Si ensuite vous voulez être spécialisé dans la conduite d'attelage, vous devez mettre des points dans la conduite d'attelage. Et là, chaque point, en gros, va vous donner plus 2. Donc, en fait, vous allez avoir l'agilité, plus équitation, plus, en fait, 2 fois votre conduite d'attelage, qui va vous donner un chiffre sur un des 20. Et ce chiffre, en fait, vous allez le reporter ici. Donc, en fait, quand vous n'avez pas une spécialité, vous remontez d'un cran. Par exemple, je sais pas, je raconte n'importe quoi, jonglerie, par exemple. Jonglerie, vous ne l'avez pas, mais par contre, vous avez art du cirque. Donc, vous allez faire un jet sur art du cirque. Tant pis, vous n'avez pas jonglerie, vous n'avez pas la spécialité. Mais vous allez remonter d'un cran, quoi, pour faire... ce qui permet effectivement d'avoir votre personnage d'avoir des compétences assez larges et qui vont descendre, en fait, dans des spécialités qui vont être beaucoup plus réduites, un champ d'application beaucoup plus réduit. Et donc, en fait, voilà. Et donc, pour le combat, c'est exactement pareil. Je vous expliquerai après comment remplir la partie combat. Donc, en fait, pour réussir une action, qu'est-ce que vous allez faire? Le maître de jeu va vous imposer une difficulté ou pas. Plus c'est facile, le chiffre est positif, parce qu'en fait, le chiffre s'additionne à votre compétence.
on ne touche pas au dé, en fait. Et là, vous avez directement le chiffre pour lancer votre dé en dessous ou inférieur. Si c'est en dessous, c'est réussi et vous allez la différence entre le niveau demandé et le jet de dé va vous donner votre niveau de réussite et votre savoir si c'est juste réussi ou si vous avez accompli un exploit. Donc ça, c'est pour les compétences tout à fait standard. Donc en fait un système qui ne semble pas si compliqué que ça si vous le lisez bien. Voilà. Alors pour le combat, par contre, c'est un peu plus complexe. On va y venir. Alors pour le combat, vous allez avoir à la création de votre personnage, vous aurez acheté des valeurs dans le combat. En tout cas, vaut mieux, parce que si vous n'avez pas de valeur là-dedans, c'est simple, vous avez 0. Voilà. Donc en fait, vous êtes obligé d'acheter effectivement des points pour les investir dans le combat si vous voulez maîtriser un minimum une arme. Donc là, c'est pareil, vous voyez, vous avez le combat. Le combat, en dessous, vous avez les armes de corps à corps, les combats à main nue, les armes de tir, et en dessous, vous descendez dans l'expérience de combat, etc., etc. Ça va vous donner des points, donc que vous allez avoir en libre, parce que vous allez pouvoir les utiliser dans n'importe quelle compétence de combat, des points seulement en armes, parce qu'ils vont être utilisés uniquement quand vous utilisez une arme blanche, par exemple, ou une arme de tir, genre un pistolet. Éventuellement, si vous avez investi des points genre dans de la lutte, vous avez des points qui sont réservés à la lutte. Voilà. Et en fait, comme je disais, ces points vont vous donner un pool à dépenser, à mettre en attaque, à mettre en défense, à répartir comme vous le souhaitez. Donc là, il y a en fait ce qu'ils mettent, c'est exemple d'attaque. Vous allez mettre là-dedans ce que vous voulez, c'est-à-dire si d'habitude, vous voulez quand vous attaquez avec une rapière, vous voulez faire une attaque à 12 et une défense à 8, vous le mettez ici. Vous pourrez faire autre chose, mais au moins, au moment venu, déjà, vous avez ça, vous le savez, et vous allez pouvoir utiliser ces chiffres-là sans besoin de réfléchir à comment je vais répartir mes points. Après, si vous pouvez imaginer autre chose, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je disais, il faut que la feuille de personnage soit remplie d'une manière absolument claire et complète. C'est le secret de la fluidité du jeu. Hein. Si effectivement ça c'est pas rempli, mal rempli, etc., vous en sortirez pas, et tout d'un coup ça devient le foutoir. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous allez pouvoir acheter des points si vous voulez combattre à deux mains, il faut acheter des compétences main droite et compétences main gauche, par exemple, etc., etc. Voilà, grosso modo. Je vais revenir un peu plus en détail après sur le combat. Je ne vais pas donner d'exemple, mais je vais continuer mon explication. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure, vous allez séparer vos points en des points d'attaque et des points de défense. Admettons que vous ayez 18, vous allez mettre 10 et 8, par exemple. 10 en attaque, 8 en défense. Je simplifie. Donc en fait, si vous faites de 1 à 10, vous touchez, et si vous faites de 1 à 8, vous arrivez à parer. Si vous êtes touché et que vous n'arrivez pas à parer, vous prenez des blessures. Mais par contre, on a aussi des points d'action. Alors les points d'action, en fait, par exemple... donc c'est ce que je viens de vous expliquer, les points d'action, hein, c'est exactement ça, mais par contre, en fait, vous avez des situations qui vont vous en enlever. Par exemple, un tir à cheval va vous enlever 15 points. Donc si vous avez 18 au tir, vous êtes à cheval, et ben vous n'avez plus que 3. Vous allez me dire que c'est hard, oui, tirer avec un pistolet à silex à cheval, je ne l'ai jamais fait, mais à mon avis, ça ne doit pas être si évident que ça. Donc vous avez différents trucs, différentes situations qui vont vous enlever des points ou qui vont ou alors vous allez pouvoir faire, par exemple, désarmer. On vous explique comment désarmer un adversaire. Bon, il y a des trucs qui sont peut-être un peu trop compliqués, on est d'accord. Et puis surtout, en fait, vous avez quand vous bougez, vous dépensez des points aussi. Ça, je trouve ça stupide. C'est trop compliqué, ça ne sert à rien. Nous, on ne le fait pas à table. D'ailleurs, les mouvements, on arrive à les représenter en fait très bien sans jouer sur une carte et ça simplifie largement les choses. Alors ensuite, les dégâts. Alors les dégâts, c'est relativement... toutes les armes, sauf les monstres et les armes à main nue, font un des 10 points de dégâts, grosso modo.
un des 10 points de dégâts, qui sont en général open-ended, donc comme on dit maintenant explosifs. C'est-à-dire si vous faites 10, bah, vous relancez le dé et vous rajoutez la suite. Et là, vous voyez, vous avez donc chaque personnage en fonction de sa caractéristique qui est, je ne sais plus, constitution, voilà, c'est ça. Vous avez un certain nombre de points de vie, hein. Donc la constitution va changer un peu les points de vie, mais pas énormément. Donc tant que vous cochez en fait, vous l'avez sur la feuille de personnage aussi, hein, vous cochez en fait les points de dégâts et vous avez des niveaux de blessures qui vont vous donner, par exemple, donc là c'est bien portant, là si vous tapez, donc les 12 premiers points que vous prenez c'est bien portant, ensuite vous êtes blessé, vous êtes grièvement blessé, blessure mortelle ou à l'agonie. Et là, donc, ça va vous donner des malus à vos actions et surtout, en fait, des conséquences un peu difficiles si n'est pas soigné dans les temps. Vous voyez, par exemple, vous avez absence de soins quand vous êtes au troisième niveau de blessure. Voilà, ça va vous une inflammation, le personnage subit un point de dégâts supplémentaire ou une infection aiguë. Et ça peut aller jusqu'à obliger d'amputer un membre, ce qui est un peu difficile pour votre personnage pour la suite de sa carrière. Voilà qu'est-ce que je peux à peu près dire sur le système. Alors, dans le jeu, on a d'autres aspects qui sont abordés. Donc, la vie au grand air. Hein, là, vous avez tout un système de règles pour quand les rigueurs dans la nature, s'il fait froid, s'il pleut, etc. Les déplacements de la nature, dans la nature, etc. Bon, ça c'est quand même très spécifique. On ne l'utilise pas tout le temps. Hein. Nous, on ne l'a jamais utilisé d'ailleurs. C'est quand même assez particulier. Mais admettons que vos personnages se retrouvent échoués sur une île déserte. Ben, vous avez les règles pour, euh, pour le jouer. Alors voilà, vous avez tout un chapitre aussi sur l'équipement, là, vous avez des règles, toutes les règles de combien coûte votre équipement, des exemples, hein, surtout ça va vous donner une idée comment donner la hiérarchie de valeur l'équipement de vos personnages. Vous avez aussi une règle, alors c'est une règle pour la mode. Oui, j'ai bien dit la mode, parce qu'en fonction de votre classe sociale, de l'argent que vous avez mis dans vos vêtements, ça va vous donner des bonus ou des malus à votre euh, pour de la manière dont on vous perçoit et donc de la manière dont vous allez pouvoir évoluer plus ou moins facilement dans un milieu donné. Voilà, donc là on arrive au bout de l'équipement, là vous avez un truc qui vous explique comment on charge des armes à feu, à silex et à poudre noire à l'époque. Et donc là les différentes armes. Voilà, donc voilà en gros ce que je voulais ajouter. Voilà, donc en résumé, le système c'est effectivement un système en dessous d'un EVA, avec au niveau du combat, alors vous avez aussi l'initiative que je ne vais pas parler, mais bon, voilà, c'est en fonction de vos compétences qui vont vous donner des points d'initiative. Vous lancez un des 10, celui qui a le plus à l'initiative. Et surtout, j'insiste en fait sur cette répartition en fait de points au moment du combat. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup parce que ça va vous donner, je me répète, donner à votre personnage en fait la manière vous laissez le choix pour votre personnage comment il se bat. Et ça marche bien. Enfin, nous en tout cas, ça marche bien. Voilà, donc par contre, j'insiste aussi, hein, il faut venir effectivement avec. Il faut savoir ce qu'on va jouer, parce que une fois qu'on est devant sa feuille et avec ses points, si on ne sait pas qu'on va jouer, on ne sait pas trop comment la remplir. Remplissez la feuille, remplissez votre feuille de personnage, remplissez-la consciencieusement, et derrière, vous n'aurez pas trop de problèmes pour jouer. Le jeu devient fluide une fois que la feuille de personnage est remplie. Si elle n'est pas remplie correctement, là, c'est là que vous allez vous poser des problèmes. À noter que la feuille de personnage n'est pas dans le livre, vous la trouvez en téléchargement sur le site d'AAP. Voilà, grosso modo, pour le système, c'est pas la peine de rentrer plus dans les détails. Je voulais quand même vous parler du Chartra Monstrorum. Parce que le Chartra Monstrorum, c'est effectivement pour moi un élément important en fait du jeu. Tout simplement parce que ça va être un bestiaire qui va vous donner je ne sais plus combien de créatures, une vingtaine, une trentaine, je ne sais plus, enfin bon bref, peu importe.
Et surtout, en fait, qu'est-ce qu'il va... Donc, en fait, on vous donne, pour chaque créature, en fait, hein, c'est tiré d'un journal d'un aventurier. Vous allez me dire, ouais, ça vous le fait assez souvent dans les jeux. Oui, c'est vrai. Mais par contre, on va vous dire, bah voilà, cette créature-là, voilà ce que le grand public, enfin le grand public, voilà ce qu'on en sait. C'est pas forcément juste et c'est surtout très incomplet, hein. Mais au moins, on va vous dire, bah voilà, le vampire, on sait que je sais pas, un vampire, on va vous dire, un vampire ne peut être que abattu qu'avec des balles d'argent. Bah non. Mais en fait, c'est ce que c'est ce que tout le monde va croire, parce que personne n'en a vraiment vu un. C'est un peu les rumeurs, les légendes, etc. Ça va vous donner aussi les légendes de chaque créature. Ça va vous, enfin bon, c'est vraiment un super bouquin qui va vous donner des accroches en plus. C'est un des bestiaires que je trouve vraiment les mieux faits. Et avec des dessins fantastiques. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment dommage en fait que ça n'ait pas été traduit. Car ça donne vraiment corps avec ces créatures-là. Ça vous donne des idées de scénario, ça vous donne le contexte en fait du monde et vous n'êtes pas lâché un peu comme ça dans la nature. C'est vraiment un complément indispensable pour moi et le fait qu'il ne soit pas traduit est vraiment dommageable, vraiment dommageable. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, le Chartra Monstrum. Bestiaire et et rapports. Donc, en fait, tout ça, c'est basé en fait sur un carnet de voyage de Clément Birkenbosch qui a été retrouvé sur une épave qui avait fait naufrage par la Royal Society en Angleterre. Et donc là, vous avez voilà, donc, George Grimm, le gardien des cimetières. Donc vous avez ces crayonnés qui sont vraiment magnifiques. Donc là, vous avez effectivement tout toute la partie du carnet de voyage qui rapporte en fait cette créature. Et là, vous allez avoir, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez un truc qui est vraiment très bien, qui s'appelle Qu'est-ce que les personnages connaissent? Et en fait, ça, ils vont le connaître. Tout le reste, ce n'est que spéculation. Hein. Vous avez donc là, vous avez ces caractéristiques typiques, en sachant que de toute façon, vous pouvez faire des variations à peu près comme bon, le bloc stat, hein, et vous pouvez faire des variations comme vous le sentez. Donc, vous avez la gargouille, donc avec cette espèce de journal de dissection. Euh, les spéculations en fait la gargouille, euh, ça le met vraiment dans vraiment le monstre en fait dans le monde. Ça l'intègre, ça l'ancre dans le monde. Et ça c'est vraiment très bien. C'est pas simplement quelque chose qu'on balance au hasard, quoi. La goule. Donc en fait vous avez tout. Et ça va vous donner effectivement des idées de scénarios fantastiques, quoi. C'était un livre à traduire. C'était vraiment un livre à traduire, hein. Voilà, vous en avez pas mal, comme ça, bon, à chaque fois c'est sur le même format. Euh, bon, on va pas tout faire, hein, c'est pas la peine. Alors, s'arrêter là. Voilà, les petits diables. Moi j'aime beaucoup ces dessins, ces crayonnés et toute leur histoire. Voilà, ça c'est le Charta Monstrorum qui est vraiment le troisième livre indispensable en fait pour Lex Occultum. Voilà, donc là je vais venir à peu près au reste de la gamme qui a été traduite et puis au reste de la gamme tout court parce qu'il n'y a pas eu d'autres, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres ouvrages de fait. Alors nous avons le mystère d'Ubelstahl, qui est un excellent scénario un peu bac à sable d'enquête qui marche vachement bien, qui est très intéressant. Alors moi je l'avais bien préparé et mes joueurs l'ont chié. Ils ont fait n'importe quoi. Résultat, ils se sont enfuis, des nobles enfuis dans une grange parce qu'en fait ils avaient voulu jouer au plus malin. Ça s'est terminé en catastrophe. Et ils sont rentrés chez eux la queue basse et l'ego un peu dégonflé. Donc l'ego de leur personnage, je parle hein, bien entendu. Donc un très bon scénar ça. Pareil, alors nous avons là une grosse campagne, Roi Dora. Pareil, un très... Alors là vous allez pouvoir jouer avec, hein, vous allez avoir pas mal de sessions, comment dire,
un mystère qui va vous emmener aux quatre coins de la France, et des révélations finales, en fait, pour vos personnages. Alors, des complots, des sociétés secrètes et tout ce genre de choses qui vous donnent vraiment une très bonne campagne en fait dans ce monde qu'est l'Exocultum. Voilà, donc ça c'était pour le reste de la gamme. Voilà, donc je vais en venir un peu à ma petite conclusion. Alors, ma petite conclusion, c'est que l'Exocultum est un excellent jeu, vraiment un excellent jeu. De par son contexte, qui est quand même assez original, hein. Il y a très peu de jeux en fait qui traitent du 18e, l'occultisme dans le 18e. Hein. Sont ces bouquins qui sont vraiment très chouettes aussi, et enfin surtout ce contexte que j'aime beaucoup, jeu au 18e, avec effectivement des personnages qui peuvent être hauts en couleur. Hein. Moi j'ai des joueurs qui m'ont fait des personnages très hauts en couleur. Hein. J'ai un ancien capitaine de l'armée qui s'est fait virer de l'armée royale pour ses comportements, ses différents comportements, je ne vais pas en dire plus, qui est son frère qui a hérité en fait du domaine des Drôlecourt et qui semble être un complotiste. Voilà. J'ai un personnage qui effectivement recherche sa femme disparue, donc femme disparue qui est une succube qui aurait renié en fait son côté démoniaque. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Mais par contre, les autres joueurs sont moins sûrs de ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un faussaire. J'en ai un qui joue le laquais d'un autre personnage. J'ai un médecin alchimiste haut en couleur. Enfin bon, j'ai vraiment des personnages assez différents et qui marchent vachement bien dans ce monde. Je veux quand même dire un truc. Alors, je sais, c'est pas bien, mais je vais dire un truc. C'est que la version française, pour moi, a été tout simplement saccagée. Oui, saccagée. Le mot n'est pas fort. Tout simplement, quand Arcane Asylum l'a traduit, il n'a pas traduit Charta Monstrum, n'a averti personne, mais vraiment personne. Et si quelqu'un avait le malheur de leur poser la question quand ça sortait, en gros, on les envoyait bouler. Et bouler, pas d'une manière très agréable. Je dois encore avoir des... Enfin bon, bref, peu importe. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ne laissez pas vos clients, parce que n'oubliez pas, même dans le monde du jeu de rôle, qui est un peu un monde sous cloche, on va dire, vous avez quand même des clients en face. Et les laisser au milieu du guet, comme ça, c'est mal. C'est vraiment mal, ça ne se fait pas. Enfin, moi, personnellement, je l'ai toujours en travers la gorge. Alors, on va me dire, ouais, Fred, ils vont pas sortir une gamme qui est en train de se casser la gueule, ils vont perdre du pognon. Je suis d'accord. Mais, règle numéro 1, on communique. Règle numéro 2, on pouvait quand même tenter un financement participatif. Ça, c'était le minimum. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, on laisse tomber, mais au moins on aura essayé quelque chose, plutôt que de dire, j'en ai plus rien à foutre de cette gamme, je passe à autre chose. Il faut pas déconner, les mecs. Ça, c'est pas une pratique... c'est pas une pratique sympa pour vos clients. Hein. Depuis ce jour-là, moi, je les ai un peu là, les gars. Hein. C'est vraiment naze. C'est vraiment très naze. Bon, bref, j'arrête parce que je vais m'énerver et c'est pas bon. Quand je m'énerve, je raconte n'importe quoi et c'est pas. Ah oui, oui, donc un petit truc aussi, c'est que j'ai vu certaines critiques qui disent, mais je ne sais pas quoi jouer dans le jeu. Alors je vais vous dire un truc. Si vous prenez une lanterne et un pistolet à silex et que vous descendez dans une crypte, eh ben, si vous n'avez pas l'imagination de ce que vous pouvez jouer, jouez au 4-21. Donc bref, l'Exocultum donc, existe encore, vous pouvez encore trouver, oui, je suis quand même assez sympa, je vais leur faire de la pub, chez AAP vous trouvez encore je crois les deux bouquins de base, alors peut-être plus dans la version collector, mais vous les trouvez toujours dans la version classique. Par contre, le Charta Monstrum, j'ai un peu peur que vous le trouviez nulle part, parce que Riot Minds a vendu les droits hein, à Simon, et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur la reprise, et comment la gamme sera reprise, si elle est reprise, etc. En tout cas, voilà, moi, ce que je peux dire sur l'Exocultum, d'ailleurs, en fait, j'en fais une partie bientôt, on continue notre campagne, un jeu très bien. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire que le système est lourd et compliqué.
Nous, ça, on ne l'a pas ressenti. À la lecture, alors c'est vrai qu'à la lecture, c'est un peu mal foutu, hein, c'est mal organisé les règles, hein, ça c'est très clair, c'est très mal organisé. Par contre, une fois que vous l'avez intégré, il fonctionne plutôt bien. Voilà ce que je peux dire sur l'Exocultum aujourd'hui. Un jeu à découvrir qui, hélas, n'a pas eu, à mon avis, le succès qu'il aurait dû avoir et le succès qu'il aurait mérité. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé sur cette vidéo et puis à bientôt pour d'autres. Merci beaucoup, bon jeu et portez-vous bien.